Bonjour, remontons dans le temps et découvrons l'histoire de la 13e salle d'opéra parisienne en 1875. Alors découvrons l'histoire du Palais Garnier et bienvenue dans la culture de l'événement. Cet opéra est un théâtre national consacré à l'art lyrique et à la danse. Chose exceptionnelle, il porte le nom de son créateur, l'architecte Charles Garnier. Il est vrai qu'on trouve son surnom en tant que Palais Garnier, tel qu'une autre exception parisienne, le Palais de la Bourse, qui garde le nom aussi de son architecte Brongniart, Palais Brongniart. Et on ne peut pas ne pas penser à une certaine dame de fer qui porte le nom de son ingénieur. Cette salle d'opéra, l'Opéra Garnier, est la 13e salle d'opéra construite à Paris depuis la toute première rue Mazarine au XVIIe siècle, lorsqu'en 1669, Louis XIV crée l'Académie royale de musique. Et aujourd'hui encore, sur la corniche supérieure de la façade principale de l'opéra, est annoncée l'institution Académie nationale de musique. L'idée de construire une nouvelle salle à Paris est envisagée déjà depuis plus d'un siècle. Et lorsque Napoléon III essuie la tentative d'attentat d'Orsini en 1858, eh bien, c'est dit, il y aura une nouvelle salle d'opéra à Paris. Elle va s'inscrire dans la transformation d'un quartier qui est en construction avec la direction du baron Haussmann. Et ce quartier doit faire de Paris la plus belle ville de l'univers, avec un théâtre qui doit présenter dans tous ses éclats dorures et collections de marbre de toutes les couleurs, s'inscrivant dans un écrin monumental, minéral, la place de l'Opéra. Un concours est ouvert, 171 projets sont présentés et exposés au Palais de l'Industrie sur la promenade des Champs-Élysées. Au niveau des favoris éliminés, eh bien, il y a Viollet-le-Duc par exemple, mais au second concours, on garde 5 lauréats dont va se distinguer eh bien, le lauréat majeur, qui est un jeune architecte inconnu, il a 35 ans et il s'appelle Charles Garnier. Donc à partir de ce moment-là, l'impératrice Eugénie va le rencontrer, elle va l'interroger, en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce style-là, monsieur? Ce n'est dit ni du Louis XV, ni du Louis XVI. » Et Garnier de répondre « Eh bien, c'est du Napoléon III, madame. Et vous vous plaignez. » Le mot est lâché, le style Napoléon III est né. Et notre Charles Garnier, lui, qui est un vrai Parisien, puisqu'il est né rue Mouffetard, sa mère est dentelière, son père est forgeron. Il est doué en dessin et en mathématiques, le petit, et à 17 ans, il est reçu à l'école des Beaux-Arts. Il décroche le prix de Rome à 23 ans, ce qui lui permet d'aller à Rome, dans cette Académie de France qui loge à la Villa Médicis, où il va se lier d'amitié avec tous les jeunes artistes comme lui, sculpteurs, peintres, et vont se suivre toute leur vie. Et avec ce séjour romain, eh bien, ils vont voyager en Méditerranée, jusqu'en Grèce, jusqu'à Constantinople, où ils découvrent les enduits, les fresques, les couleurs, les plaquages de marbre, la mosaïque, toute cette polychromie qui va leur donner ainsi un goût profondément marqué lorsqu'il est le lauréat de ce concours de l'opéra. Et en fait, il est prêt. Il est prêt pour commencer à y travailler. Il est prêt à recruter la plupart de ses amis artistes, sculpteurs et peintres pour élaborer ensemble un nouveau temple, un temple consacré à l'art lyrique et à la danse, un temple dédié à Apollon. Le chantier fabuleux commence avec ses premiers grands travaux de Paris qui ont lieu jour et nuit. On voit donc un Charles Garnier qui devient ingénieur hydraulicien, géologue, décorateur, architecte. Il est le chef d'orchestre vraiment seul à bord, juge et maître de toute la situation. Il dirige tous les corps de métier, des artisans, des artistes. Tout doit passer par lui. Le grand escalier de son théâtre est la clé de hutte du projet. On peut le mettre en correspondance avec l'escalier des ambassadeurs de Versailles au temps de Louis XIV, l'escalier du grand théâtre de Bordeaux du XVIIIe siècle, conçu par Victor Louis. Et on voit là que tout est fait pour que chacun soit en vue, pour être vu. Le mot du philosophe Taine dit bien « il faut jouir et paraître ». Ce qui fait que toute l'ossature métallique du bâtiment va être dissimulée
caché par des marbres, par tout un décor minéral, par de la mosaïque, pour laisser toujours l'apparence prédominante. Et les symboles ne sont pas oubliés, puisque la Pythie, qui est la prêtresse de l'oracle du temple d'Apollon à Delphes, accueille les spectateurs sous le grand escalier. Et de la Pythie, on voit à la verticale la correspondance au sommet avec le dieu tout en or, le dieu des arts et de la beauté, entouré des muses. Apollon domine Paris avec sa lyre qui est levée au-dessus de sa tête, à un tel point que tout le bâtiment d'ailleurs est tourné vers le sud, vers la lumière, vers le soleil, donc vers Apollon. La guerre de 1870 et la défaite qui va suivre, c'est la chute du Second Empire. La Commune de Paris va suivre et le chantier est immobilisé pendant 3 ans. En fait, c'est l'incendie de la salle de la rue Lepelletier qui va sauver le chantier, car il était vraiment remis en question. Il était le symbole d'un régime haï. Et avec la salle d'opéra de la rue Lepelletier qui brûle, eh bien, on va relancer les travaux. On rappelle Garnier en lui disant de terminer au plus vite le chantier de l'opéra. Le grand jour arrive, avec cet événement inaugural qui a lieu le 5 janvier 1875, en présence du chef de l'État, le maréchal de MacMahon. Et pour le jour de l'inauguration, eh bien, Garnier n'est pas invité, il paraît oublié. Il doit même acheter sa place en deuxième loge à 120 francs. Et à l'issue du spectacle, il reste dans la salle, il admire à la fois le grand lustre, qui pèse 8 tonnes, muni de ses 400 ampoules. Il regarde aussi l'ensemble des velours rouges qu'il apprécie énormément pour les tentures murales ou la plupart des fauteuils, car on sait que le rouge va donner aux dames une belle carnation de pêche. Et à l'époque, la plupart des théâtres étaient tendus de tapisseries plutôt bleu et or que rouge et or. Donc là aussi, on a un événement au niveau des couleurs. En attendant, notre architecte sort le dernier et il se retrouve dans son grand escalier. Et à ce moment-là, un coup d'éclat, il y a une immense ovation qui va le célébrer lorsqu'il arrive là. Il est salué par tous les spectateurs qui l'attendent. On salue l'œuvre titanesque de cet homme et on remercie vraiment tout ce qu'il a pu apporter au niveau de son talent et de la construction du bâtiment. Quelle émotion! Vraiment, quelle surprise! Car ne s'y attendant pas, il voit aussi qu'à ce moment-là précis, eh bien, ce théâtre de l'opéra est désormais l'Opéra Garnier, le Palais Garnier.